rythmer ma présentation par quelques musiques révolutionnaires. Et je vais vous proposer un petit jeu. Vous allez devoir essayer de trouver quelle est cette musique, quelle est la révolution à laquelle elle fait référence, et surtout, quel peut être le rapport avec ce que je vais vous raconter. Ce soir, je voudrais partager avec vous une chance incroyable, la chance de vivre aujourd'hui une révolution scientifique majeure, la seconde révolution quantique. Quantique, un mot bien étrange, vous ne trouvez pas ? Quantique est un mot inventé par les physiciens au début du XXe siècle pour nommer les lois révolutionnaires qu'ils découvraient pour décrire les atomes, les électrons, la matière, la lumière et leurs interactions. Quantique vient du latin quantum, une quantité élémentaire. Car dans ces nouvelles lois, les quantités comme l'énergie ou les objets comme la lumière sont quantifiés en grains élémentaires, les quanta. Octobre 1980, Paris. J'ai 20 ans. Je descends de mes montagnes savoyardes pour gravir la montagne Sainte-Geneviève et rentrer à Normal-Sup. Mon premier étonnement, la taille des montagnes parisiennes. Mon second étonnement, la mécanique quantique. Mes profs sont fabuleux. Ce sont les futurs Nobel et Grand Prix du quantique. Je plonge dans cet univers déconcertant. J'y ferai toute ma carrière de chercheur. Octobre 1981. Orsay, master champs et particules. Une expérience nous fascine. À l'Institut d'optique tout proche, un jeune chercheur, Alain Aspect, est en train de donner raison à la mécanique quantique contre Einstein. Il est en train de prouver une propriété incroyable de la mécanique quantique, l'intrication à distance de deux particules. La seconde révolution quantique était en train de montrer le bout de son nez. Aujourd'hui, ma priorité, tout faire pour que cette seconde révolution quantique devienne une réalité. Pour vous raconter cette petite histoire, laissez-moi commencer par son origine, la première révolution quantique. À la fin du XIXe siècle, la physique était belle et semblait achevée. Tout était compris. Enfin presque. La lumière faisait des siennes. En particulier, les rayons lumineux émis par certains corps excités, ces rayons de couleur fixe, défiaient toutes les lois de la physique. Pour comprendre ce mystère, les meilleurs chercheurs du début du XXe siècle allaient devoir se mettre tous ensemble pour résoudre et proposer une nouvelle théorie, la mécanique quantique. Dans cette nouvelle théorie, les particules, comme l'électron, sont aussi des ondes. Comme les ondes à l'intérieur d'une cavité, les électrons à l'intérieur de l'atome vibrent à des fréquences précises. Excités, ils se désexcitent en émettant des rayons lumineux de fréquences précises, donc de couleur fixe. Ainsi, en mécanique quantique, les particules sont elles aussi des ondes, et les ondes, comme la lumière, sont aussi des particules. On parlait à l'époque de dualité onde-corpuscule. Cette révolution de la pensée allait, dans la seconde moitié du XXe siècle et même jusqu'à aujourd'hui, révolutionner toute la technologie et transformer notre société en société de l'information. L'exemple le plus emblématique de cette première révolution quantique de la technologie, c'est l'électronique. En 1947, 3 chercheurs des laboratoires Bell aux États-Unis inventent le transistor, une sorte de porte commandable électriquement qui laisse ou bloque le passage des électrons en jouant sur leur nature quantique. C'est la brique de base pour faire des calculs ou traiter l'information. Une première information que l'on peut coder soit par 0, soit par 1, ferme ou ouvre le transistor. Une seconde information qui rentre à l'entrée du transistor va être soit bloquée, soit transmise. C'est le début d'un algorithme. La miniaturisation et l'intégration d'un nombre toujours plus grand de transistors dans des processeurs toujours plus puissants
C'est la clé de l'informatique moderne. En 1971, le premier microprocesseur commercial, le fameux 4004, possédait 2300 transistors. Leur taille, quelques centièmes de millimètre. Aujourd'hui, le microprocesseur Everest comporte 50 milliards de transistors. Leur taille, 1000 fois plus petite que celle des transistors de 1971. Plus que quelques dizaines d'atomes. Quand, dans quelques années, la taille des transistors atteindra celle des atomes, on ne pourra plus faire plus petit. Tout s'arrêtera. La puissance de calcul atteindra un maximum et notre société, qui est maintenant basée sur l'information, recevra un coup de frein brutal. À moins que la seconde révolution quantique ne vienne nous sauver la mise. If you come to San Francisco. Pour faire de cette seconde révolution quantique une réalité, les chercheurs du monde entier, en particulier de Californie, tentent de dompter les propriétés les plus remarquables, les plus extraordinaires de la mécanique quantique. La superposition, l'intrication, la non-localité. Des propriétés tellement étranges que même Einstein n'y croyait pas. Laissez-moi essayer de vous faire percevoir ces phénomènes. Imaginez un lac. Imaginez que vous jetez une pierre dans ce lac. Plouf! Elle fait des ronds dans l'eau. Jetez maintenant deux pierres. Une pierre A à droite, une pierre B à gauche. Plouf, plouf! Elles font toujours des ronds dans l'eau. Une série de ronds A à droite, une série de ronds B à gauche. À un moment donné, les deux séries de ronds se rejoignent, puis se chevauchent. Les ondes A et B se superposent. En mécanique quantique, une particule est aussi une onde. Comme les vaguelettes à la surface de l'eau, les particules peuvent être dans un état qui est une superposition de deux ondes A et B. Poussé à l'extrême, ce raisonnement conduit au paradoxe du chat de Schrödinger, qui serait à la fois dans l'état vivant et dans l'état mort. La non-localité est une autre conséquence de cette superposition. Les états A et B peuvent être en deux lieux différents, l'un à New York, l'autre à Paris. Enfin, et c'est peut-être ça la propriété la plus perturbante, la superposition ne se limite pas à un système quantique seul. Elle est aussi valable pour plusieurs systèmes quantiques pris simultanément. On ne peut plus donc penser un système quantique isolément. Ils sont tous entremêlés, enchevêtrés, intriqués. C'est ce que l'on appelle l'intrication. On ne peut plus penser le monde de façon séparée. Les objets quantiques sont tous entremêlés. Je comprends que ça soit difficile à concevoir. Pourtant, c'est une expérience que vous pourrez faire ce soir chez vous en rentrant. Sur le site web d'un grand de l'informatique que je vais nommer Alpé pour ne pas donner de nom de marque en respect de la charte de TEDx, vous pourrez accéder au premier ordinateur quantique en ligne. Et vous pourrez vous-même, en quelques clics, intriquer ces 5 systèmes quantiques, ces 5 qubits. Si vous préférez le réel ou virtuel, je vous ai apporté le premier microprocesseur quantique avec 2 qubits qui, dans nos laboratoires à Saclay, en 2012, a résolu un problème simple, le problème du Bonto, trouver une bille sous 4 gobelets. Ce problème paraît simple, mais c'est la base des moteurs de recherche. Cette galette de silicium qui, en 2016, nous a permis, dans nos laboratoires à Grenoble, de fabriquer le premier qubit en technologie silicium, la technologie des processeurs de nos ordinateurs. Potentiellement, dans les années à venir, cette technologie pourrait nous permettre de fabriquer sur ce type de galette plusieurs puces quantiques contenant peut-être des centaines, voire des milliers de qubits. Qu'est-ce qu'un qubit? Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique? Qu'est-ce qu'un processeur quantique? Parce que j'en parle depuis un certain temps, mais finalement, je ne vous les ai pas définis. Un qubit, c'est simplement un système quantique qui possède 2 états, A et B. Traditionnellement, nous les appelons plutôt 0 et 1, par analogie avec les bits de nos ordinateurs classiques. Dans le monde classique, un bit n'a que 2 possibilités. Soit il vaut 0, soit il vaut 1.
Dans le monde quantique, un qubit, un quantum bit, a une infinité de possibilités. Toutes les superpositions entre l'état 0 et l'état 1. Plus fort, avec ces 5 qubits, le petit ordinateur Alpé que vous trouvez sur le web possède déjà 32 états. 2 états pour le premier qubit, fois 2 pour le deuxième qubit, fois 2 pour le troisième, fois 2 pour le quatrième, fois 2 pour le cinquième, égale 32 états. Vous pourrez donc superposer ces 32 états, 32 infinités de possibilités. Encore plus fort, l'ordinateur Alpé peut transformer simultanément les 32 états, 32 calculs en parallèle. Une puissance de calcul qui pourrait devenir quasi infinie, car le nombre d'états double chaque fois que vous rajoutez un seul qubit. C'est la légende de Sissa. Il y a très longtemps, dans un royaume lointain, un roi indien, Shiram, s'ennuyait ferme. Son grand vizir, Sissa ben Daïr, inventa un nouveau jeu, les échecs. Le roi fut enchanté. « Quelle récompense souhaites-tu pour ce jeu merveilleux » demanda le roi. « Je suis un homme simple, répondit Sissa, juste un grain de blé sur la première case de l'échiquier, 2 sur la suivante, 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière, la 64e, en doublant le nombre de grains de blé à chaque case. » Le roi accepta immédiatement ce qu'il pensait être une bonne affaire, sans se rendre compte qu'il faudrait un silo de 10 km de large et de 10 km de haut pour contenir le blé de la 64e case, et 1000 ans de la production mondiale pour le remplir. Un ordinateur quantique avec 64 qubits posséderait autant d'états qu'il y a de grains de blé sur l'échiquier de Sissa. Tellement d'états que cet ordinateur de Sissa battrait tous les supercalculateurs du monde. Et sa puissance doublerait chaque fois que l'on ajouterait un simple qubit. Mais nous n'en sommes pas là. La route est encore longue et semée d'embûches. Nos qubits sont encore très imparfaits. Ils perdent rapidement leur nature quantique. Pour corriger ces erreurs, il faudrait des milliers de qubits physiques pour produire un qubit logique parfait. Des processeurs avec des milliers, voire des millions de qubits vont rencontrer des difficultés conceptuelles et technologiques qu'on ne connaît pas encore. Heureusement, la communauté scientifique se mobilise et les États et les GAFAM investissent massivement. Alors, pour quelques instants, rêvons. Une puissance de calcul quasi infinie, des moteurs de recherche sans limite, des intelligences artificielles décuplées, de nouveaux médicaments conçus in quantum silico, une médecine personnalisée, une recherche simulant la physique, la chimie, la vie. Des capteurs aux performances ultimes, capables de détecter des molécules uniques, de diagnostiquer des maladies de façon précoce, de découvrir de nouvelles ressources, d'explorer l'univers, la matière, le temps, la vie. Des communications inviolables, des lasers de matière et peut-être même la téléportation quantique. Rien n'est certain, mais tout est possible. Mais le plus fabuleux, c'est que nous pouvons suivre aujourd'hui en direct cette révolution scientifique majeure. Nous pouvons même y participer. Alors, ne boudons pas notre plaisir. Vivons-la pleinement, avec passion, tout en sachant raison garder. Merci.